Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde est en pleine forme. Nous sommes heureux de vous accueillir donc dans cet atelier du BLDay où nous parlerons du dispositif de financement des dépenses liées à la Covid-19 et de la trajectoire réglementaire d'ici 2024. Alors ce BLDay est une première pour les équipes Berger-Levrault. Donc nous faisons appel à votre indulgence si nous rencontrons quelques soucis lors de cette présentation. Alors, cet atelier sera animé donc aujourd'hui par Corinne Guèze, chef de marché et gestion financière, Louis Gobaille, product owner CEDIT gestion financière, bon, qu'on ne voit pas ici à l'écran, mais qu'on aura l'occasion de voir en fin de session dans la phase de questions-réponses, puisque c'est lui qui sera en charge aussi de suivre le chat, et moi-même, donc Laurent Vergnac, responsable des ventes. Voilà. Et donc au cours de cette présentation, bien sûr, vous aurez la possibilité de nous poser des questions grâce au chat. Donc le chat, comme je vous l'ai dit, qui sera donc suivi par Louis Gobaille. Et nous avons prévu, comme je vous l'ai dit aussi, en fin de session, une phase de questions-réponses pour compléter ces différents échanges. Covid-19, et nous verrons ensemble quelles adaptations du cadre budgétaire sont prévues pour répondre aux enjeux de ces dépenses exceptionnelles. Ensuite, nous évoquerons la réforme du versement du FCTVA qui se profile à horizon 2021. Et pour terminer, nous prendrons un peu de recul pour faire un focus sur un ensemble d'expérimentations qui annoncent une refonte du cadre budgétaire et comptable à horizon 2024. Donc, dans un premier temps, pour commencer, comme vous le savez, les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire de la Covid-19 affectent les budgets et les comptes de vos collectivités. Elles pèsent sur les équilibres budgétaires, sur les capacités d'autofinancement et rendent aussi difficile l'analyse de vos comptes d'un exercice à l'autre. Alors Corinne, pour répondre à ces enjeux, quels sont les dispositifs prévus et applicables dès 2020 pour les collectivités ? En effet, Laurent, donc les enjeux financiers ne sont pas neutres, à l'image donc de ces quelques chiffres clés. Donc l'impact de la crise sanitaire pour les collectivités en 2020, estimé à 7,25 milliards fin juillet, dans le rapport Cazeneuve, a été revu à la baisse à hauteur de 6 milliards d'euros par rapport à 2019. Donc ça représente 2,7% des recettes de fonctionnement et 16% des capacités d'autofinancement. Donc les conséquences sont très inégalement réparties. En fait, on peut identifier 4 territoires qui sont plus particulièrement fragilisés: les communes touristiques, les collectivités ultramarines, les EPCI ayant la compétence de transport et les départements. Donc, le projet de loi rectificatif 3 comprend notamment donc un plan d'urgence de soutien aux collectivités locales de l'ordre de 4,5 milliards, dont une clause de sauvegarde de 750 millions. Donc, cette dernière a vocation à compenser les pertes de recettes à destination d'environ 12 à 13 000 collectivités. Alors, en réponse à cette perte financière, les mesures applicables en 2020 sont de 2 grandes catégories en fait. Un dispositif qui va permettre de compenser les pertes de recettes et un dispositif qui préserve les équilibres budgétaires face aux nouvelles dépenses exceptionnelles relatives à la Covid-19 par le biais notamment d'ajustements du cadre budgétaire. Donc, pour ce qui concerne les pertes de recettes, le projet de loi de finances rectificatif numéro 3 donc, introduit donc, la clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales. Donc, elle garantit aux EPCI et aux communes un niveau de ressources de référence qui est fixé à la moyenne des 3 derniers exercices, de 2017 à 2019. Donc, elle ne compense cependant pas le montant brut de la perte de recettes, mais le montant net des hausses potentiellement d'autres recettes. Donc, cette règle de calcul vise au final à limiter le nombre de collectivités qui seraient potentiellement bénéficiaires. Et en effet, selon des récentes estimations, notamment une estimation du consultant partenaire finances locales, il faudrait donc un recul de recettes de moins 3 à 4%
pour bénéficier de cette compensation. Et les nouvelles estimations de la DGFiP, annoncées lors de la présentation du projet de décret devant le comité des finances locales du 29 octobre, confortent un peu cette tendance, puisque 2300 à 2500 communes et une centaine de PCI seraient concernés par ce dispositif au final. Et le montant total de la compensation est également réévalué à 230 millions. Donc, ces estimations sont actuellement en cours de consolidation, mais on voit quand même qu'il y a un certain fossé qui se creuse entre les premières estimations de cet été pour une enveloppe de 750 millions visant 12 à 13 000 communes. Donc, pour finir, quelques mots sur les modalités de versement de cette compensation. Donc, pour les communes et les EPCI, donc, elle sera versée automatiquement au plus tard le 30 novembre, donc pour un premier acompte. Et un deuxième acompte sera versé en 2021, au plus tard le 31 mai 2021. Donc, elle ne nécessite pas de démarche particulière. Par contre, pour les syndicats mixtes qui seraient concernés par cette clause, donc, ils doivent adresser une demande d'acompte conjointement au préfet et au directeur départemental des finances publiques avant le 30 novembre. Et donc, l'acompte sera versé au plus tard le 15 décembre. Donc, voilà un petit peu le dispositif, le premier dispositif concernant la compensation des pertes de recettes. Il existe un deuxième dispositif donc, qui vise à préserver les équilibres budgétaires et assurer la traçabilité des dépenses relatives à la Covid-19. Donc, ce dispositif est introduit par la circulaire du 24 août. Et donc, elle prévoit 3 ajustements du cadre budgétaire pour 2020. Le premier, c'est un étalement des dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Donc, un étalement possible sur une durée maximale de 5 ans. Et donc, elle est assortie d'une délibération et d'un état récapitulatif. Elle donne lieu, donc cet étalement qui peut être fait en plusieurs fois, et notamment pendant la journée complémentaire, donne lieu à un ensemble de jeux d'écriture et introduit notamment un nouveau compte, le compte 4815, concernant donc la prise en charge de cet étalement sur les charges liées à la crise sanitaire. Le deuxième ajustement concerne le fléchage des dépenses au sein d'une nouvelle annexe au compte administratif 2020 qui aura vocation donc, à donner une meilleure information globale, notamment en matière de traçabilité et de comparabilité en fait, des comptes. Et la troisième mesure, donc, qui est soumise à des conditions plus restrictives, concerne la reprise exceptionnelle des excédents d'investissement en fonctionnement. Donc, effectivement, 3 conditions cumulatives sont requises, donc avoir un excédent d'investissement qui soit libre d'affectation et également disposer d'un solde créditeur au 1068. Donc, cette mesure donne lieu également à délibération et doit aussi être assortie d'un avis favorable du comptable, avec bien sûr les jeux d'écriture d'ordre associés à cette reprise exceptionnelle. Donc, ces 3 mesures apportées par la circulaire du 24 août sont optionnelles et sont cumulatives. À ce titre, un récent sondage de la DCF présente un petit peu les intentions d'application du dispositif auprès d'un échantillon de 200 EPCI. Donc 58% envisagent donc d'utiliser donc l'annexe budgétaire au CA. 29% le dispositif d'étalement des charges liées à la Covid et 13% concernant le dispositif de reprise de l'excédent d'investissement en fonctionnement. Merci Corinne. Alors, bien entendu, avec la période que nous vivons, la prolongation des mesures de soutien pour 2021 est toujours d'actualité. Et elle prend une part, on sait qu'elle prend une part importante dans le débat du projet de loi des finances 2021.
Alors donc ce dossier, bien entendu, reste toujours d'actualité et à suivre. Justement, en parlant de projet de loi des finances 2021, il réintroduit également une réforme relative à la gestion du versement du FCTVA. Alors Corinne, quels sont les enjeux et les modalités de mise en œuvre de cette réforme? Alors, les enjeux, Laurent, reposent notamment sur 2 points, illustrés également en quelques chiffres clés. D'une part, la lourdeur et la complexité de gestion de ce fonds de compensation de TVA à la fois pour l'État et les collectivités, et d'autre part, par la valeur financière qui est représentée par cette compensation. Donc, en effet, la gestion du FCTVA, c'est 140 équivalents temps plein auprès des préfectures pour réaliser les contrôles. Des contrôles qui sont effectués de manière, dans des délais plus ou moins hétérogènes qui peuvent varier de 80 à 250 jours. Et l'absence de dématérialisation conduit aussi à mobiliser 3000 ETP au sein des collectivités territoriales sur une durée de 15 jours environ pour procéder aux déclarations. Concernant la valeur de ce fonds, donc, ce fonds de compensation est évalué à 6 milliards en 2020, donc il impose forcément un critère d'exigence en matière de neutralité budgétaire de la réforme. Donc le FCTVA repose également donc, sur 3 régimes de versement donc, qui sont maintenus également dans le cadre de cette réforme. Donc, évoquons à présent les grands principes justement de cette réforme. Donc, dans un premier temps, elle repose sur un versement du coup automatique, sans déclaration. Donc, le traitement va s'effectuer sur la base des comptes et des mandats sans TVA déductible qui sont transmis à Helios. Et seules quelques opérations qui ne peuvent pas donner lieu à automatisation devront faire l'objet d'une déclaration simplifiée. Concernant les taux, la réforme ne remet pas en cause le taux forfaitaire à 16%. Elle ajoute cependant un nouveau taux à 5,6% pour une nouvelle type de dépenses éligibles au FCTVA à compter de 2021. Il s'agit des dépenses d'informatique cloud. Donc, comme on l'a évoqué, vu les enjeux financiers, cette réforme implique une neutralité et donc un réajustement en fait technique de l'assiette de la FCTVA. Donc à des fins notamment de simplification, les dépenses qui sont partiellement déductibles ne seront pas prises en compte. Et donc, afin de trouver un équilibre à la fois entre l'État et les collectivités, l'assiette des dépenses éligibles va être révisée. Certains investissements seront exclus, notamment par exemple les fonds de concours, voilà, d'autres types de dépenses. Et en contrepartie, donc comme on l'a évoqué, les dépenses liées, dépenses d'informatique liées au cloud et également des dépenses de cession au tiers rentreront dans l'assiette éligible au FCTVA à compter de 2021. Concernant le régime de versement, donc la réforme ne remet pas en cause les 3 régimes de versement. Donc le versement au titre de l'année N de la dépense, donc qui concerne les communes et les EPCI, un versement en N+1 et puis le régime de droit commun donc, qui effectue un versement en N+2. Donc cette réforme ne remet pas en cause donc, les régimes, par contre, elle intègre un calendrier qui va être justement différencié en fonction du régime de versement. Donc voici le calendrier qui est proposé concernant la mise en œuvre de cette réforme. Donc après 2 années de report, en 2019 et en 2020 de cette réforme, que ce soit pour des raisons plus techniques ou pour des raisons d'évaluation financière, donc le projet de loi financier 2021 donc, introduit dès le 1er janvier 2021 la réforme de manière progressive. Et donc les collectivités, donc EPCI et communes nouvelles, rentreront dans le dispositif dès le 1er janvier 2021.
Au 1er janvier 2022, la réforme s'appliquera aux collectivités qui perçoivent la FCTVA en N+1. Et enfin, en 1er janvier 2022, entreront les collectivités de droit commun, donc avec un versement en N+2. Alors, nous venons de voir avec cette réforme du FCTVA que nous venons de nous projeter dans une trajectoire à horizon 2023. On sait que d'autres expérimentations sont également en marche dans cette trajectoire, notamment pour une refonte globale du cadre budgétaire et comptable. Donc, peux-tu nous présenter, Corinne, les 4 volets de ce cadre comptable modernisé et unifié? Avec plaisir, Laurent. Donc, le premier volet de la réforme repose sur un référentiel comptable unique pour le secteur public local, donc avec notamment la norme M57. Donc, ce référentiel est garant de plus de lisibilité et de comparabilité entre les différentes normes actuelles. Donc, le Conseil de normalisation des comptes publics s'est attelé depuis plusieurs années à l'élaboration d'un recueil des normes comptables. Et donc, une publication est annoncée courant 2021. Donc, ce recueil édicte un ensemble de règles qui seront vulgarisées au travers donc, de l'instruction M57 qui a vocation aussi à avoir des mises à jour. Donc cette instruction M57 s'applique déjà de plein droit, notamment aux métropoles et aux collectivités uniques. Elle est un prérequis obligatoire dans le cadre de l'expérimentation, de la certification et du compte financier unique. Et elle peut être utilisée aussi de manière optionnelle par toute collectivité au titre de la loi NOTRe dans son article 106. Donc le référentiel M57 devrait se généraliser à l'ensemble des collectivités au 1er janvier 2023 et aura donc vocation à remplacer les normes actuelles, donc les normes M14, M52, M61 et M71. On notera que les normes M4 et M22 resteront en vigueur et ne seront pas concernées par ce référentiel unifié. Donc, concernant ce référentiel M57, il va apporter une plus grande marge de manœuvre budgétaire aux gestionnaires, notamment en matière d'APCP, en matière de fongibilité des crédits et de gestion des dépenses imprévues. Et cette norme intègre bien sûr tous les travaux du Conseil de normalisation des comptes publics, donc en matière notamment d'état financier pour avoir des informations enrichies, en matière patrimoniale également. Donc, le deuxième volet de la réforme va concerner donc, le compte financier unique, donc, qui a vocation à consolider, on va dire, les 2 documents actuels que sont le compte de gestion et le compte administratif. Donc actuellement, dans le cadre de l'expérimentation, plus de 200 collectivités équipées de nos solutions se sont engagées dans cette expérimentation. Alors, en quelques mots sur le compte financier unique, donc en termes de vocation, ce nouveau document financier répond bien sûr à un enjeu de transparence au travers d'informations synthétiques et enrichies. Donc, il a pour finalité de renforcer la lisibilité et le pilotage et également renforcer la collaboration avec le comptable. Donc, concernant l'outil de pilotage, donc, le CFU va donner une vision plus précise sur la solvabilité de la collectivité et sur ses marges de manœuvre. Donc, en ce sens, il constitue un réel outil de gestion pour l'équipe municipale. Et il va permettre également de centraliser un ensemble d'informations utiles au pilotage, donc les éléments comptables, des éléments liés à la trésorerie, à la gestion patrimoniale et aux engagements annuels et pluriannuels. Concernant l'élaboration de ce nouveau document financier, donc la responsabilité est partagée entre le comptable et l'ordonnateur.
Et au-delà de tous ces impacts techniques ou organisationnels, on voit bien que l'enjeu de transparence qui est porté par le compte financier unique implique aussi pour les collectivités à anticiper, à procéder potentiellement à des ajustements en termes de processus ou à des régularisations en matière patrimoniale par rapport à l'échéance de 2024. Alors, en matière de calendrier, l'expérimentation du CFU s'échelonne sur 3 exercices budgétaires au travers donc de 2 vagues. Donc, l'expérimentation a commencé au 1er janvier 2020, donc avec un passage obligatoire en M57 pour les collectivités concernées par la vague 1. Courant donc l'année 2020, enfin au printemps, il a été annoncé un report d'1 an du calendrier de l'expérimentation. De ce fait, le premier CFU relatif concernant les collectivités de la vague 1 sera réalisé au titre de l'exercice 2021, donc au début de l'année 2022. La deuxième vague de collectivités qui vont entrer dans l'expérimentation sera réalisée au 1er janvier 2022, avec également un passage bien sûr obligatoire à l'M57. Il y aura également une mise à disposition d'un référentiel M57 simplifié pour les collectivités de plus petite taille. Et au niveau de la maquette, également l'intégration des budgets annexes qui sont gérés en M4. Donc le premier CFU des collectivités de la vague 2 seront réalisés donc, au titre de l'exercice 2022, donc en tout début d'année 2023. Donc cette expérimentation donnera lieu au final à un bilan en 2023 qui permettra d'envisager une possible généralisation à l'ensemble des collectivités en 2024, donc au titre de l'exercice budgétaire 2024. Donc le premier CFU pour l'ensemble des collectivités potentiellement sera réalisé début 2025. Voilà un petit peu sur le calendrier. Alors, on a évoqué l'élaboration d'un document de manière conjointe avec le comptable. Donc, ça implique bien sûr un ajustement en termes d'organisation. Donc, au niveau du processus, donc sur la base du flux similaire au compte administratif, les solutions de gestion financière vont générer une nouvelle archive qui contiendra à la fois un flux XML et puis un PDF pour les annexes. Les informations donc, seront transmises à Helios donc, via un flux PES-PJ autonome, donc avec un flux qui ne sera pas scellé puisqu'il constitue une première brique de constitution du CFU provisoire. Au sein d'Helios, les données sont enrichies avec les données du comptable et consolidées pour être transmis en fait au module CDGD. Dans le cadre de ce module, les collectivités vont pouvoir consulter donc, le CFU provisoire consolidé. Donc des itérations, bien sûr, auront lieu en cas d'ajustement. Et au final, donc, le document sera signé, le document CFU définitif sera signé également à travers le module CDGD. Et dernière étape, les solutions de gestion financière vont récupérer le document signé et définitif. Il fera l'objet d'un scellement au sein de nos applications et sera transmis donc en préfecture via les tiers de télétransmission. Voilà pour l'expérimentation du CFU. Donc, dans la continuité justement de ce CFU, on peut identifier également un troisième volet de la réforme qui va reposer sur une fonction comptable partagée et modernisée pour une plus grande fiabilité de l'information. Donc, en termes d'organisation, on peut évoquer notamment des principes de la GBCP,
qui prône l'efficience de la fonction financière dans une approche de mutualisation des traitements au sein de centres de services partagés, notamment donc les services facturiers. Donc on voit que le comptable potentiellement dans la relation entre le comptable et l'ordonnateur change. Le comptable pourrait donc intervenir plus en amont dans le processus. Et donc, ça repositionne le service fait en amont de la facture, vraiment comme clé de voûte d'une fonction comptable partagée et modernisée. Il y avait également une autre expérimentation concernant les agences comptables qui n'a pas trouvé de candidat et donc qui a fait l'objet d'une suspension. Pour l'instant, cette expérimentation n'est pas en cours. Enfin, le quatrième volet, Laurent, de cette réforme repose sur la certification des comptes. Donc, il faut savoir que dans le secteur public, cette dernière représente une réalité établie depuis plus d'une dizaine d'années, que ce soit au niveau de l'État, la sécurité sociale, les universités ou les hôpitaux. Donc, cette expérimentation a donc vocation à combler pour les collectivités locales un retard par rapport à ce qui est devenu un standard de la gestion publique. Alors, quelques chiffres sur cette expérimentation en cours au niveau de la certification. Déjà, la certification des comptes, on peut le définir un peu comme une opinion écrite et motivée qui est formulée par un organisme indépendant. Et qui a vocation donc à garantir la conformité des états financiers au regard d'un ensemble de règles, dont notamment la régularité, la fidélité et la sincérité des comptes. Donc cette expérimentation implique actuellement 25 collectivités en lien avec la DGFiP et la Cour des comptes. Donc ces collectivités balayent un petit peu l'ensemble du territoire et également est assez représentative de toutes les typologies de collectivités. Donc il y a des communes, des conseils départementaux, des conseils régionaux, des EPCI et un syndicat départemental d'énergie. Donc l'expérimentation s'effectue sur une période de 5 ans. Et donc, les premières estimations du bilan intermédiaire a permis donc de donner un certain éclairage sur les coûts internes liés à cette certification et cette expérimentation. Donc, je vous laisserai prendre connaissance des chiffres. Ce sont des fourchettes, bien sûr, hautes et basses, en fonction des typologies de collectivités. La Cour des comptes avait également mis en évidence une estimation concernant les coûts externes, notamment par rapport au marché de certification à blanc, donc qui est très variable en fonction des collectivités et ce qui est fonction du budget de fonctionnement de la collectivité, et qui implique donc la sollicitation d'un professionnel du chiffre pour réaliser la certification. Donc, le calendrier de l'expérimentation se décline en 3 grandes étapes. Donc, la première phase préparatoire qui se termine, donc sur la période de 2017 à 2020, qui a donné lieu donc à un diagnostic global d'entrée des collectivités avec des audits approfondis et qui ont permis aux collectivités concernées par l'expérimentation de réaliser des travaux de fiabilisation préalables à la phase de certification expérimentale. Donc cette deuxième phase débute sur l'exercice budgétaire 2021 jusqu'à 2022, donc certification expérimentale au titre de 3 exercices budgétaires. Donc elle est réalisée par un commissaire aux comptes qui aura été choisi par la collectivité via appel d'offres. Et donc une lettre de mission signée entre la collectivité et le commissaire aux comptes fixe en fait le niveau recherché au niveau de la fiabilité des comptes.
Et donc, l'avis sur la fiabilité des comptes de la collectivité sera transmis aux juridictions financières ainsi qu'à l'exécutif de la collectivité. Donc, la dernière étape de cette expérimentation se terminera par un bilan, donc en 2023. Donc, un rapport du gouvernement sera remis au Parlement, accompagné des observations des collectivités et de la Cour des comptes. Donc, à l'issue de ce bilan, donc les modalités de généralisation ou alternatives à cette certification pourront être mises en œuvre pour l'ensemble des collectivités territoriales. Donc, on évoque notamment un dispositif qui pourrait être plus allégé en termes d'attestation de fiabilité des comptes, qui pourrait être envisagé en alternative à cette certification pour les collectivités d'une certaine strate. Alors, la finalité, bien sûr, de cette certification, c'est de s'inscrire dans une logique de professionnalisation dans la présentation des états financiers. Donc, cette certification est un gage de transparence, de qualité comptable et de crédibilité externe, notamment vis-à-vis des banques. Elle est un levier aussi de motivation interne des équipes, d'optimisation et de pilotage de l'organisation. Et puis, elle favorise une harmonisation des pratiques et une amélioration du bilan et de l'analyse des risques. Donc, nous venons d'évoquer, Laurent, les 4 volets de la réforme sur le cadre budgétaire. Nous vous proposons donc de passer peut-être un temps de questions-réponses posées, donc vous avez pu poser au fil de la présentation au sein du chat. Donc pour ça, on va vous faire découvrir Louis Gobaille, qui est en charge de répondre aux questions qui nous ont été posées au travers du chat. Et donc peut-être éventuellement lui laisser la parole s'il veut revenir sur certaines de ces questions-là. Et bien évidemment répondre à vos nouvelles questions. N'hésitez pas sur le chat à les déposer. On a un petit quart d'heure en fait devant nous pour répondre à vos différentes sollicitations. Oui. Bonjour tout le monde. La première question était une question pratique qui était savoir si ces présentations seront mises à disposition. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre à disposition toutes les vidéos de l'atelier sur la chaîne YouTube. Ensuite, il y a une question sur le FCTVA pour savoir ce qu'on entendait par dépenses informatiques cloud. Voilà. Donc, en fait, on parle d'IaaS, donc infrastructure as a service. Donc, la partie logicielle n'est pas inclue. Voilà, c'est vraiment la partie infrastructure qui doit être prise en compte dans les dépenses informatiques. Voilà. Ensuite, il y a une question qui était de savoir si jusqu'à présent on pouvait exclure manuellement certaines dépenses et modifier les libellés non explicites dans la déclaration de FCTVA. Comment allons-nous faire par la suite? La réforme, elle veut automatiser donc cette déclaration, donc elle va se baser sur les comptes. Donc ils vont faire en sorte de revoir l'assiette des comptes qui sont pris en compte afin de respecter un équilibre par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent. Et donc ils vont prendre automatiquement tous les comptes qui vont être déclarés FCTVA. Par contre, la seule possibilité qu'il va y avoir, ça va être pour certaines dépenses particulières qui sont des dépenses afférentes aux biens dont les collectivités locales n'ont pas la propriété, conservant les travaux de lutte contre les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, les incendies et défense contre la mer, la prévention des incendies, des forêts, tout ce qui présente un caractère d'intérêt général ou d'urgence, mais aussi les dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l'État, dans le cadre d'une convention conclue avec ce dernier, les dépenses réalisées sur des immeubles du domaine relevant du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dans le cadre d'une convention conclue avec le conservatoire du littoral, les subventions d'équipement versées à l'établissement public Société du canal Seine-Nord Europe pour les dépenses d'investissement que celle-ci effectue pour la réalisation d'infrastructures fluviales qu'elle a la mission de réaliser. Donc pour cela, il y aura une déclaration simplifiée qu'il faudra faire juste pour les dépenses que je viens de vous énoncer.
Ensuite, j'avais une question sur le CFU qui était est-ce que le CFU s'appliquera aussi au budget M4 ou uniquement au budget M57? Alors, pour le moment, l'expérimentation a été lancée sur la norme M57 et la DGFiP annonce pour la M4 à partir de 2022 un début d'expérimentation. En fait, Voilà. Louis, pour la M4, au niveau du CFU, ce sont les budgets annexes qui sont gérés en M4 qui seront pris en compte dans la présentation du CFU. Par contre, la M4 reste en vigueur. Il n'y a pas de transposition des budgets annexes M4 en M57. C'est uniquement la prise en compte, donc c'est la maquette en fait du CFU qui va évoluer pendant ces différentes phases d'expérimentation, qui va intégrer justement la présentation des budgets annexes qui sont en M4. Alors concernant les questions qui m'ont été posées directement, attendez, il y a peut-être une nouvelle question qui arrive. Alors il y a des questions s'il est encore possible ou pas, alors je vais la publier puisque c'est la dernière question qui vient d'avoir lieu. Donc la dernière question c'est: est-il encore possible de se porter volontaire pour expérimenter le CFU dans le cadre de la vague 2? Alors la vague 2, la liste a déjà été établie. Corinne, tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais il me semble pas qu'on puisse encore le faire. Mais alors là, j'avoue que je serais pas très certaine de ma réponse. Quoi qu'il en soit, nous, Berger-Levrault, en tant qu'éditeur, on n'intervient pas du tout dans la sélection ou pas des clients qui rentrent dans l'expérimentation. Donc ça, c'était une démarche qui avait été lancée, je crois, en 2019, où je crois la DGFiP vous sollicitez les collectivités pour que vous puissiez vous porter candidat à l'expérimentation. Sachant que la vague 2 de l'expérimentation, donc le calendrier a été reporté donc du coup d'1 an. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les collectivités pourront rentrer en vague 2 à compter de janvier 2022. Donc, je serais tentée de dire que peut-être que dans cette démarche, si vous souhaitez rentrer dans l'expérimentation, il faudrait peut-être solliciter votre comptable ou faire la démarche auprès de la DGFiP pour savoir s'il est possible de réintégrer le dispositif d'expérimentation. Mais nous n'avons pas, nous, la main sur la sélection des collectivités dans l'expérimentation. Donc notre présentation arrive à sa fin. Donc on a sous le soleil là qui vient d'apparaître à Toulouse. Je ne sais pas si vous devez le constater sur mon visage. Avant de nous quitter, il nous reste à vous remercier de votre participation. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Voilà, merci.